j'invite les intervenants qui vont s'asseoir ici à me rejoindre. Roxane Benedetti, Laurent Bataille et Mathieu Ozano, je vous en prie, venez me rejoindre. Et puis j'appellerai tout à l'heure, il n'est pas très loin, Pascal Chariot, qui va faire une introduction, si je puis dire, une keynote introductive avec quelques chiffres, parce que c'est toujours bon à prendre. Voilà, on fait une petite alternance. Hommes-femmes, c'est parfait, merci beaucoup. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet avec, comme je disais, des données, parce que quand on veut savoir avec quoi on doit faire, il faut savoir évidemment où on en est. Peut-être un premier tour de table pour que chacun puisse se présenter. Laurent Bataille, merci beaucoup d'être avec nous, président de Schneider Electric France. Vous êtes également à la tête du CSF NSE, alors là, il faut comprendre. C'est nouveau système énergétique. Voilà, c'est le comité stratégique de filière des nouveaux systèmes énergétiques. Quelques mots complémentaires pour vous présenter. Oui, bonjour. Donc effectivement, je suis président de Schneider Electric en France, également président du GIMELEC, qui est l'association des fabricants de matériel électrique en France. Et puis, Schneider participe, et je suis au conseil d'administration du CSF NSE. Donc, c'est les comités stratégiques de filière qui ont été mis en place pour améliorer la planification, donc entre l'État d'un côté et les entreprises de l'autre, et qui représentent en fait toutes les entreprises qui sont impliquées sur le sujet de la transition énergétique en France. Très bien. Et donc, évidemment, avec vous, on va parler énergie, électricité dans un instant sur cette table ronde. Roxane Benedetti, bonjour. Merci aussi d'être avec nous, directrice d'Even Conseil. Donc, vous accompagnez en particulier des collectivités parce que cette dimension collectivité, territoire est importante dans ces sujets. Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc, au sein d'Even Conseil, on fait du conseil auprès des collectivités pour les accompagner sur l'ensemble des sujets de transition écologique, y compris donc transition énergétique, et on les aide à trouver les solutions à la fois sur le volet stratégique, mais aussi sur la mise en œuvre opérationnelle de ces stratégies. Voilà. Très bien, et vous allez pouvoir donner des exemples concrets. Et Mathieu Ozano, merci aussi d'être avec nous, directeur exécutif du Shift Project. Je pense que plusieurs d'entre vous en ont entendu parler de ce think tank, mais c'est toujours bien d'en redire quelques mots. Oui, bonjour. Le Shift, c'est donc une association loi 1901 d'intérêt général. Notre façon de servir l'intérêt général, c'est de tâcher de pousser à la roue de la transition bas carbone. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser ici et maintenant pour se passer de pétrole, de gaz et de charbon d'ici une génération? C'est ça l'ordonnance du Toubib GIEC qu'on a reçue. Voilà, donc on travaille sur tout sujet qui nous semble clé et ou mal documenté de cette opération à cœur ouvert consistant à parvenir à se passer d'énergie fossile d'ici une génération. Et on ne travaille pas en chambre, puisqu'en faisant ça, on réunit autour de nous des groupes de travail de gens qu'on va chercher pour leur expertise, qu'elle soit dans l'entreprise, dans le monde universitaire ou dans la fonction publique. Très bien, vous avez vu, le titre est en anglais, donc on va se mettre à basculer. On va parler en anglais sur cette table ronde. Non, je plaisante, il y a une alternance de table ronde en français et en anglais. Donc, on va échanger tous les quatre dans un instant, mais je vais d'abord passer la parole à Pascal Chariot, qui va pouvoir nous rejoindre, qui est le CEO d'Enerdata, qui est un bureau d'études qui accompagne notamment dans le secteur de l'énergie. Donc l'idée, c'est qu'on vous a proposé, on est ravis que vous ayez accepté, de pouvoir introduire et nous dire ce qu'il en est exactement du contexte énergétique français-européen, parce que quand on a des chiffres, c'est toujours bon après de pouvoir commenter et, comme je disais, de savoir ce qu'on a et comment on peut faire. Je vous en prie, je vous passe la parole pour 10 minutes. Merci, bonjour. Alors effectivement, j'ai replongé dans quelques chiffres, puisqu'à Enerdata, on est spécialisé là-dessus au niveau mondial d'ailleurs, mais sur l'Union européenne. Tout d'abord, j'ai remis quelques objectifs de l'Union européenne que vous connaissez tous, donc je ne vais pas les repasser en détail. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce sur quoi il y a des objectifs et ce sur quoi il n'y en a pas. Voilà, on y reviendra notamment sur les fossiles. Ensuite, on a produit quelques slides. Avant de parler, alors déjà, il y a une petite confusion dans le vocabulaire parfois, et on l'a vu dans l'introduction, entre énergie et électricité. Et donc, très volontairement, on va parler d'énergie. Et on verra que l'électricité n'est qu'une partie, et que cette partie, d'ailleurs, n'augmente pas aussi vite que ce qu'on espérerait. Tout d'abord, la consommation d'énergie. Donc là, on voit à chaque fois, ça va être des courbes qui vont de 2010 normalement à 2022, avec quelques perspectives selon des scénarios qu'on fait
voilà, de décarbonation plus ou moins rapide. On voit que la consommation d'énergie finale, donc dans les secteurs, dans les transports, bâtiments, c'est la somme de tout ça, dans l'Union européenne, qu'elle baisse légèrement. Alors à chaque fois, j'ai fait 3 cases en mettant ce qui est positif, les bonnes nouvelles, même si ce n'est pas tout à fait à hauteur des objectifs, ce qui pose des questions, il y a mi-figue, mi-raisin, et puis ce qui n'est pas bon, ce qui est en rouge. Donc sur la consommation d'énergie finale, la bonne nouvelle, c'est que la consommation baisse. Voilà. La deuxième, c'est que concrètement, il y a une baisse de l'intensité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie dont on a besoin pour faire 1 euro d'activité économique, voilà, pour satisfaire les besoins. Donc l'intensité énergétique a baissé depuis 2010, et ça correspond à des gains d'efficacité, essentiellement, par exemple le type d'éclairage qu'on utilise, et aussi à une évolution de la structure économique. Moins on est industrialisé, moins on a d'industrie lourde, à la limite, plus on gagne en intensité énergétique sans changer grand-chose par ailleurs. Voilà, donc ça, c'est les gains dont bénéficie l'Europe. Parmi les... J'irai moins dans le détail sur les autres slides, mais c'est quand même important de bien suivre les différents points là. La baisse de consommation d'énergie en Europe, elle est aussi liée au fait qu'on n'ait pas eu beaucoup de croissance économique. Ça veut dire que si on avait atteint les objectifs de croissance économique de 2, 2,5, 3% chaque année, on n'aurait pas eu de baisse d'économie, de baisse de consommation d'énergie. C'est-à-dire que l'intensité énergétique en Europe, dans l'Union européenne, elle baisse moins qu'ailleurs. Elle baisse même moins qu'aux États-Unis, et sensiblement, à peu près autant qu'aux États-Unis, et sensiblement moins qu'en Chine. C'est-à-dire que la Chine, quand elle croît, elle a cru sur cette période-là de 6-8% par an, elle fait souvent des gains d'intensité de 3-4%, parce qu'elle passe directement à des nouveaux process dans l'industrie, parce qu'elle électrifie tout de suite les nouveaux bâtiments, etc. Donc il faut avoir ça en tête, on n'a pas des gains d'efficacité très forts, on a surtout une économie qui est assez atone. Et j'ai noté comme question la pérennité, on peut se demander quelle est la pérennité qu'on a sur les mesures récentes et la petite baisse de consommation qu'il y a eu, qui a été liée à la sobriété ces dernières années. Et en rouge, dans les mauvaises nouvelles, la baisse, elle est loin d'être suffisante par rapport à ce qu'on vise, puisqu'on est à moins... Alors moi, je ne le vois pas bien. On est à moins 1% à peine sur la longue durée, alors qu'il faudrait avoir plus de moins 2% chaque année. Surtout, voilà, la baisse, elle est insuffisante, et surtout si on a une croissance du PIB telle que parfois on l'espère, notamment au niveau de l'Union européenne. Là-dedans, il faut avoir en tête qu'il y a un effet rebond fort, ça veut dire qu'il y a des gains d'efficacité qui sont faits, il y a beaucoup de politiques d'efficacité dans tous les pays, et les scientifiques montrent que la moitié à peu près des gains d'efficacité sont absorbés, sont compensés. Donc on a des moteurs de voitures, par exemple, plus efficaces, qui consomment de moins en moins, mais on a des voitures de plus en plus lourdes. On a des chauffages de plus en plus efficaces dans la maison, mais on a plus de mètres carrés par personne, et ainsi de suite. Et ça mange à peu près 50% des gains annoncés. Donc tout le monde annonce les gains, mon moteur il est plus efficace, et puis à la fin on consomme autant. Voilà, et j'ai noté aussi le peu ou pas de politique de sobriété de manière structurelle. Alors la consommation baisse légèrement, pas assez. Deuxièmement, l'électrification des usages, qui est un gros enjeu. On s'aperçoit que ça avance, ça démarre à peine pour l'Union européenne, qu'en tout cas ça ne va pas vite. Donc là on voit qu'on est au niveau mondial aujourd'hui à 21% de la consommation finale d'énergie qui se fait via de l'électricité. Laquelle électricité vient de différentes sources, mais là, ce n'est pas la question. Et il y a un enjeu fort d'électrification. Il faut toujours avoir en tête que c'est un double enjeu très fort. C'est un enjeu d'efficacité et un enjeu d'émission de CO2, de décarbonation. C'est un enjeu d'efficacité parce que dans la plupart des cas, quand on passe à l'électricité, on consomme beaucoup moins d'énergie. Les moteurs électriques sont beaucoup plus efficaces que les moteurs à fuel, etc. Donc ça, c'est vraiment important, on peut gagner et parfois même passer à une voiture électrique. Si l'électricité est carbonée fortement, on gagne quand même en émissions parce qu'on gagne d'abord énormément en consommation d'énergie. Alors si en plus l'électricité est décarbonée, on y gagne 2 fois. Donc il y a un enjeu majeur et tous les scénarios qu'on fait, les uns et les autres, visent à une électrification des usages qui vise 40, 50, parfois 60% en 2050. Et on est à 20%. On est à 20%, on peut dire que ce n'est pas compliqué, on fait plus 2 par an, sauf que là on voit que l'évolution dans l'Union européenne, c'est 1,5 point depuis 2010. Donc on est passé de 20 à 21,5. J'ai mis en rouge une petite remarque pour les pros, c'est que là on mesure mal l'autoconsommation.
Donc ce qui est produit et consommé localement, ce n'est pas dans les statistiques. Et nous, on arrive à estimer ça, donc probablement on aurait 1 point, 1,5 point de plus. Ça veut dire qu'on serait passé de 20,2, parce qu'il n'y avait quasiment pas d'autoconsommation, à 22, 23. Mais alors qu'on vise 40, 50, 60. Voilà, il y a un certain nombre de raisons qui sont évoquées là. Je pense que donc, mes collègues y reviendront après sur la... On ne fait que démarrer, il y a l'impact du parc sur les véhicules, par exemple, les pompes à chaleur, etc. Et parmi les points rouges là-dessus, parce que tout le monde annonce une grande hausse de la consommation électrique, même si la consommation globale d'énergie baisse légèrement, la part de l'électricité doit tellement augmenter que tout le monde s'attend à ce que la consommation électrique augmente fortement, et tout le monde investit dans ce sens-là, sauf que récemment, la consommation électrique a même baissé concrètement, y compris avec des prix négatifs. Donc on a des gens comme EDF, Ion, etc., qui disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, et parmi les points rouges, bon, baisse de la consommation, j'ai noté la pérennité et la cohérence dans la durée des politiques de soutien et de tarification, qui sont évidemment des signaux majeurs que les gouvernements doivent donner et qui sont chahutés. Pas besoin de regarder l'actualité d'il y a bien longtemps. Après, donc l'électrification n'avance pas vite à ce stade, mais il y a plein de leviers pour que ça s'accélère. Les capacités de production d'énergie à base de renouvelables, donc c'est un enjeu majeur, parce que si on électrifie vite, il faut électrifier aussi avec du décarboné. Donc là, il y a une évolution forte des capacités à base de NR. Donc là, vous voyez les capacités de production électrique. Il n'y a pas que l'électricité qui est renouvelable, il faut avoir ça en tête, mais là, c'est les capacités de production électrique. Là-dedans, il y a aussi l'hydraulique, donc on ne partait pas de zéro, mais l'augmentation, elle est très forte sur le solaire et l'éolien. Voilà, ça avance bien, on va dire, globalement. C'est net, spectaculaire. Il y a beaucoup de compétitivité en plus qui se développe. Il y a un certain nombre de questions, autant sur l'accélération de ces capacités de production, mais surtout sur les capacités de raccordement, la flexibilité des réseaux. Tout ça, c'est dans un système. Donc, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui quand on prévoit une nouvelle centrale photovoltaïque. La première question, c'est est-ce qu'on sera capable de la raccorder? Voilà, et parmi les points rouges, encore cette question des prix. Quand il y a des prix négatifs, ça donne des signaux bizarres aux investisseurs dans le long terme. Et aussi le fait que, même si on augmente beaucoup aujourd'hui, la trajectoire est encore loin de ce dont il y aurait besoin à horizon 2030. Ensuite, là, on voit le mix énergique, pas le mix électrique, le mix énergétique, pardon, je fais le même lapsus que tout à l'heure. On voit le mix énergétique primaire. Alors, il y a la consommation finale d'énergie, mais là, on voit les sources primaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électricité en primaire. C'est d'où vient l'électricité. Et donc là, vous voyez les couleurs et le code couleur. Donc, ce qui est en bas, c'est du fossile. Ça démarre bizarrement par le pétrole, puis le charbon, puis le gaz. Voilà, après, il y a le nucléaire, puis les hydroélectricités et le renouvelable. Qu'est-ce qu'on voit? Parmi les bonnes nouvelles, c'est que dans l'Union européenne, ce qui n'est pas vrai au niveau mondial, il y a eu une baisse nette du charbon. Donc le charbon pesait 17% et est passé à 10%. Et comme la consommation finale a baissé un peu, si vous suivez, il y a même une baisse globalement de 50% de l'utilisation du charbon dans l'Union européenne. L'Allemagne, merci l'Allemagne à ce niveau-là d'ailleurs, et quelques autres pays, dont l'Angleterre, mais qui du coup n'est plus dans ce total-là. Donc ça, c'est spectaculaire, ce qui n'est pas vrai encore une fois au niveau mondial. Bon, par ailleurs, on peut noter la baisse des importations de fossiles de Russie. Sur les points d'interrogation, donc quand on regarde le total, sur 15 ans, les fossiles ont baissé de 75 à 65%. Voilà, donc ça c'est vraiment mi-figue, mi-raisin, au moins ça a baissé, et là ça a baissé plus que dans d'autres pays, mais ça a baissé de moins d'1 point par an, c'est super lent, et ce n'est pas du tout la vitesse requise. J'ai noté que le gaz avait baissé à la fois en part de marché et en volume, et le gaz, une fois que les centrales sont installées, on peut se demander est-ce que c'est un bon élément pour la transition avant de passer, ça émet beaucoup moins que le charbon ou que le pétrole, donc c'est une vraie question, et là ça a baissé de manière assez forte. Et parfois au profit de fossiles. Il y a le prix du carbone aussi qui a monté. Le marché ETS a été favorable, a monté lentement au fil des années, est devenu significatif. Donc voilà, c'est aussi, ça a apporté des fruits évidemment, même si ce n'est pas assez. Et parmi les points rouges, le poids des énergies fossiles reste ultra majoritaire. 60, les 2 tiers de notre énergie
primaire vient de fossiles. La part du pétrole ne baisse pas. On reste à 33%. Voilà. Donc le volume a baissé un peu puisque l'énergie, la consommation d'énergie a baissé, mais la part du pétrole ne baisse pas. Il y a un double enjeu environnemental et géopolitique, ça je ne vais rien vous apprendre là-dessus. Et un des points qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'objectif sur la part ou le volume des fossiles. Donc je ne vais pas paraphraser un historien fameux qui a écrit un bouquin il y a quelques temps, mais on rajoute de l'énergie et on rajoute des renouvelables, mais on ne baisse pas la part des fossiles. Et voilà, en synthèse, la courbe, c'est les émissions de CO2. Donc on voit que dans l'Union européenne, ça baisse régulièrement, 1,8 points par an. Voilà, et dans un niveau de croissance donné, etc., toujours. Et que pour un scénario bien au-dessous de 2 degrés, il faudrait que ça s'accélère franchement. Donc en synthèse, moi, ce que j'ai retenu, ce qui est positif, ce sont les objectifs 2030, qui sont ambitieux. On pourrait espérer que ce soit plus, mais ils sont ambitieux. Ils risquent même d'être challengés, remis en question. L'augmentation des capacités à base de renouvelables, l'élargissement des marchés du carbone, l'image ou la volonté d'être leader de la transition, de ne pas attendre tout le monde, dit autrement. Ça, heureusement qu'on ne va pas attendre tout le monde. Parmi les points d'interrogation, donc ce qui avance, mais à renforcer, parce que les résultats sont loin du compte, c'est l'électrification des usages. Ce sont les gains réels d'efficacité, après effet rebond. Ce sont les signaux prix, dont il y a besoin de signaux réguliers, prévisibles. Et c'est la sortie réelle et totale du charbon. Et là où il y a des trous dans la raquette, où on est loin du compte, c'est que le découplage est faible. Alors parfois, il y en a qui parlent de découplage absolu, ça me fait un peu sourire, parce que si on fait 1% de croissance du PIB et 1% de baisse de la consommation d'énergie ou des émissions de CO2, on dit qu'on découple totalement, ce qui n'est pas vrai du tout, c'est qu'on fait juste 2 points d'écart. Et que si la croissance remonte, la consommation d'énergie remonte. Donc on est très loin, dans l'Union européenne, d'un découplage net. On aurait besoin de 4, 5, 6 points d'écart entre l'activité économique et les émissions. On n'a pas d'objectif et de politique de baisse des fossiles. Donc ça, c'est le gros point noir. Et on n'a pas d'objectif de baisse de consommation énergétique. On a des objectifs de baisse. Les objectifs de l'Union européenne depuis le début sont des objectifs d'écart entre une consommation, en supposant qu'il y ait un certain niveau de croissance, et la situation avant. Ce qui veut dire que quand on a peu de croissance économique, on consomme moins, on croit qu'on fait de l'efficacité, mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un vrai problème de mesure et d'indicateur. Eh ben, voilà. Merci beaucoup. On peut vous applaudir, Pascal Chariot, pour cette synthèse. Parce qu'il fallait le faire, de résumer en un temps record, parce que ce sont des chiffres qui vont bien nous servir de base. Alors, on a parlé de l'Europe, on va évidemment beaucoup zoomer sur la France. Mathieu Ozano, je vais vous passer la parole en premier. On voit, et j'en profite voilà, pour ceux qui sont arrivés, si vous avez des questions à poser, vous les faites par le biais de Slido, ça s'affiche. On voit qu'on a des ambitions plus ou moins importante, on va dire, en termes énergétiques, en tout cas d'une bascule qui devrait y avoir, mais qui n'est pas une réalité entre du fossile et d'autres types d'énergie. C'est colossal. Est-ce que justement, on va pouvoir y arriver tel qu'on est, en restant tel qu'on est? Allez, on lance le débat. En restant tel qu'on est. Je vais prendre tout ce que vous mettez dans ce sous-entendu, parce que la situation de l'Europe a évolué de manière radicale depuis l'invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui, ce qui tire les derniers résultats des émissions françaises de CO2 sont intéressants. À ce titre-là, on voit que c'est l'industrie qui se décarbone au rythme le plus important aujourd'hui. En réalité, ce sont des baisses de production. Donc c'est de la récession d'un secteur. C'est la même chose en Allemagne aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour nous, au Shift, ça fait un petit moment qu'on fait de la prospective en mode Cassandre là-dessus. Et en fait, on n'a plus tellement besoin de prospective. Il suffit d'ouvrir la presse économique. L'Europe se trouve être, du point de vue de ses besoins en énergie fossile, qui lui sont vitaux, on l'a vu, hein, c'est 65% c'est les 2/3 de ce qu'on consomme, en énergie primaire. L'Europe se trouve dans une position extrêmement vulnérable. En gros, on est au bout de la branche. Du point de vue de nos approvisionnements
dans ces énergies fossiles qui nous sont encore aujourd'hui vitales. Et on est également au bout de la branche du point de vue des approvisionnements d'un certain nombre de métaux, minerais, équipements critiques qui nous viennent d'Asie. Donc ça veut dire que décarboner, sortir des énergies fossiles, c'est-à-dire compter sur nos propres ressources d'énergie, puisque nous n'avons pas nos propres sources d'énergie. La seule source d'énergie, si on met le charbon de côté hydrocarbures, la seule source abondante d'énergie qui existe en Europe de l'Ouest, c'est la mer du Nord, et elle se tarit, cette ressource. Et c'est sans doute pourquoi on s'est aussi complaisamment, aussi naïvement mis dans la main de Vladimir Poutine. Tout ça pour dire que décarbonation et souveraineté économique, on se rend compte que pour l'Europe de l'Ouest, ou pour l'Europe, pour l'Union européenne, ça revient au même. Dans cette situation où notre souveraineté économique est en jeu, 1, 2, où on est extrêmement vulnérable, à la fois du point de vue de nos approvisionnements dans le système de départ et de nos approvisionnements dans le système en transition, il faut être sérieux. C'est-à-dire que, d'un mot, la fâcheuse tendance qu'on a eue à procrastiner depuis un quart de siècle sur la transition bas carbone, à se donner des objectifs, mais pas trop contraignants, et quand même permettre, le marché européen des quotas d'émissions est emblématique de ça, c'est trop tard. Aujourd'hui, l'industrie allemande en particulier, qui est tributaire de bout en bout d'énergie fossile abondante et pas chère, est embolisée. Donc on est dos au mur. Donc la sobriété qui est embarquée par cet objectif de décarbonation, c'est la stratégie du faible, c'est notre stratégie, et en fait, il n'y en a pas vraiment d'autre. C'est-à-dire que si on doit compter sur nos propres ressources d'énergie, il faut qu'en tant que société, on soit capable de faire aussi bien avec, non pas un peu, mais beaucoup moins d'énergie. Pour une raison qui est toute bête, c'est qu'il est très difficile de faire aussi bien à consommation constante avec autre chose que des énergies fossiles. Que vous soyez très pro-renouvelable ou très pro-nucléaire, au Shift on est les deux, en fait il y a une troisième patte dans cette histoire qui est l'organisation d'une société qui soit plus sobre en énergie et en matière. Alors et aujourd'hui, c'est une thématique qui gagne beaucoup, cette thématique, vous l'avez cité, de la sobriété structurelle. Je pense que c'est un choix sans regret, un choix raisonnable pour une Europe qui se trouve encore une fois contrainte et forcée à avoir la stratégie du faible, du vulnérable. Alors, je vais faire agir Laurent Bataille, mais j'avais quand même une question à vous poser, parce que vous dites, voilà, on est mal barré, entre guillemets, mais on dit souvent quand on compare, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des objectifs de neutralité carbone, que justement l'Europe s'engage, prend des mesures, etc., quand d'autres pays n'y vont pas du tout. On peut citer facilement les États-Unis ou la Chine. Et là, en même temps, on se dit que si on le fait, en plus, on le fait pas bien, et en plus, on se tire une balle dans le pied. Non. L'Europe est aujourd'hui, l'Union européenne a la plus grande ambition, a certainement le diagnostic le plus raisonnable, à la fois vis-à-vis du climat et vis-à-vis de toutes les logiques de puissance aujourd'hui. Toutes les logiques de puissance sont fondées sur les énergies fossiles. Logique de puissance, si je veux dominer, si je veux effectuer une puissance économique, militaire, il me faut des ressources adéquates en énergie. La Russie, les États-Unis sont, avec l'Arabie Saoudite, les deux plus grands exportateurs, producteurs en tout cas, d'hydrocarbures. Nous, ce n'est pas notre cas, encore une fois. Donc, dans ces logiques de puissance, il est raisonnable pour le faible de s'organiser avec les moyens sur lesquels il est souverain. Et ces moyens souverains, il se trouve que ce sont des moyens essentiellement bas carbone. Voilà. Et donc, simplement, on s'est payé de mots. L'Europe s'est beaucoup payé de mots sur ces enjeux-là, a donné des injonctions contradictoires, hein, ça a été dit, on se donne un signal prix mais pas trop fort. Et donc finalement, on a un résultat qui est celui que vous avez très bien présenté, c'est-à-dire on est mollement en chemin, globalement dans la bonne direction, mais pas du tout au bon rythme. Là, il se trouve qu'on réalise que rester dépendant des énergies fossiles, c'est nous mettre d'un côté
dans la pogne à Poutine, de l'autre sans doute dans la pogne à M. Trump, et peut-être une troisième dans la pogne de M. Mohamed Ben Salman. Pour échapper à ça, il faut reconquérir la souveraineté industrielle et économique européenne. C'est se décarboner, c'est la même chose. Et donc il faut être sérieux. Enfin. Alors Laurent Bataille, pour réagir, il faut être sérieux. Et justement, évidemment, je ne peux que vous poser cette question, même si je parlais d'énergie et d'électricité, on a bien vu la différence. Quelle place va jouer l'électrique, où on voit qu'on est encore au tout début dans les chiffres présentés par Pascal Chariot? On va parler des deux. Alors, je vais d'abord parler de la France, moi, plus que de l'Europe, 2 minutes. Quand on dit qu'on va parler des deux, quand on regarde un document qui, pour moi, fait référence, qui date de fin 2021, qui sont les scénarios énergétiques à horizon 2050, qui ont été publiés par RTE, mais qui sont un travail de consensus sur comment est-ce qu'on avance justement dans la décarbonation au niveau du pays. On voit qu'il y a 2 éléments majeurs. Le premier, c'est la baisse de nos consommations énergétiques, de façon générale, puisqu'on doit passer de l'ordre de 1600 TWh de consommation énergétique à peu près 1000 à horizon 2050. Ça veut dire à peu près 40% de gain. Et donc ça, on pourra parler de comment on y arrive. Il y a beaucoup d'efficacité énergétique, mais également la substitution des usages fossiles par de l'usage électrique, dont on sait que structurellement, il y a moins de gâchis d'énergie. Je rappelle que dans un véhicule thermique, 2/3 de l'énergie part en température et non pas en mouvement. Donc ça, c'est un premier effet. Deuxième grand sujet, c'est celui de l'électrification des usages. C'est-à-dire qu'on va augmenter notre consommation d'électricité. Et c'est là qu'on dit, tiens, c'est surprenant, on parle beaucoup d'augmentation de la consommation d'électricité dans les 25 à 30 ans qui viennent, et là, pour le moment, on n'y est pas. Pourquoi ? Alors, d'abord, pourquoi cette augmentation elle est nécessaire ? Parce que je rappelle que dans un pays comme la France, l'électricité, elle est décarbonée très largement, 96%. C'est de l'hydro, du nucléaire, de l'éolien et du solaire. Donc on a de la chance d'avoir une électricité qui est extrêmement efficace en termes d'empreinte carbone, ce qui n'est pas complètement le cas d'autres pays. La Pologne, qui par exemple a beaucoup d'électricité de nature charbonnée, ce n'est pas la même chose en termes d'impact carbone. Mais donc l'enjeu majeur pour nous, il est d'électrifier. Il y a un deuxième enjeu qui est de décarboner certains usages non électrifiables, on pourra y arriver. Mais quand même, si on doit retenir une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'électricité, c'est 25% de notre utilisation d'énergie en France. À horizon 2050, il faut qu'on soit à peu près à 60%. Donc il faut électrifier les usages. C'est quoi les usages ? Les 3 principaux qu'on doit électrifier de façon massive. Le premier, c'est le transport, premier émetteur de CO2 en France. Donc c'est pour ça qu'on parle du véhicule électrique. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est le plus gros enjeu, le premier. Le deuxième enjeu, c'est l'industrie. Et il se trouve que sur l'industrie, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en cours. On a parlé de décarbonation de l'industrie. Une partie est liée au fait qu'effectivement, dans les 20 dernières années, on a eu une forme de désindustrialisation. Mais ça n'est qu'une partie de la décarbonation de l'industrie. Il y a aussi beaucoup d'efforts énergétiques et d'amélioration de process des industriels. 2/3 du gain, c'est les efforts et non pas la désindustrialisation. Et donc ça, c'est un point majeur. La dernière électrification des usages, c'est celle du chauffage. Voilà. En France, si vous prenez un bâtiment tertiaire, là, comme ici par exemple, vous avez 70% des bâtiments tertiaires qui sont encore chauffés au gaz. Et on sait chauffer à l'électrique. Voilà. Le gaz, je rappelle, est carboné, l'électrique ne l'est pas. Donc cette électrification des usages, on a une petite machine qui passe intéressant, derrière. C'est la base de l'enjeu qu'on a devant nous. Et alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller plus vite ? Ouais. Puisque aujourd'hui en France, c'est une autre question qu'on a, c'est mais l'électricité, est-ce qu'on en a assez ? On a eu une crise de la production de l'électricité très temporaire à la fin de l'année 2022, tout le monde s'en souvient. Mais justement, on avait lancé la campagne autour de la sobriété. C'est là que le mot était exactement. Vraiment monté. Et on a fait des vrais progrès en sobriété, puisqu'on a réussi à gagner de l'ordre de 8 à 9% de consommation énergétique, et en particulier électrique, et à ne pas les reperdre, ce qui est assez important, pour le même usage économique et le même confort. Mais au-delà de ça, la question effectivement de la production aujourd'hui se pose moins. Parce que si vous regardez en France, depuis le début de l'année, on a 14 à 15 gigawatts de production excédentaire d'électricité
sur une base journalière qu'on va exporter, qu'on va vendre en Allemagne au lieu d'utiliser nous-mêmes, ce qui est assez intéressant. Mais donc, l'électrification des usages, transport, industrie, chauffage, reste le grand chantier qu'on a devant nous. Et de façon très pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce qu'on déploie plus vite les pompes à chaleur dans le bâtiment résidentiel, dans le bâtiment tertiaire? Comment est-ce qu'on encourage l'adoption du véhicule électrique? Je rappelle qu'aujourd'hui, 15% des véhicules vendus en France, neufs, sont électrifiés. On a des pays dans l'Europe du Nord, comme la Suède, qui sont à 35. On a la Norvège qui est à 95. On a la Chine qui est en train de dépasser les 30%. Donc il faut qu'on accélère sur ce mouvement-là. Voilà. On va poursuivre sur cette histoire d'électrique, mais je voulais passer la parole, si je puis dire, au territoire et à Roxane Bénétic pour que vous puissiez aussi commenter ces sujets, voir comment on s'organise du côté des territoires, enfin en tout cas le retour d'expérience que vous pouvez avoir, quelle vision ils ont de ces sujets. On parle d'énergie renouvelable, on est en pleine, on est en train de définir les zones d'accélération. Enfin, encore faut-il que ça accélère aussi, ça c'est une autre question. Je vous passe la parole. Oui. Effectivement, les territoires aujourd'hui sont conscients qu'ils jouent un rôle important dans cette transition énergétique, que cette souveraineté énergétique, elle n'est plus uniquement portée par les politiques de l'État et qu'elles ont vraiment leur rôle à jouer. Maintenant, elles ont aussi besoin aujourd'hui de vision, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui se développent dans les territoires, mais qui sont un peu au coup par coup, par l'opportunité, un apporteur de solutions qui arrive. Mais du coup, on a quelque chose qui est très hétérogène, qui ne répond pas forcément aux besoins. Et donc aujourd'hui, dans les territoires, il y a vraiment besoin de planifier pour pouvoir mettre en cohérence déjà cette production d'énergie avec les besoins réels et en se projetant aussi sur les besoins futurs. C'est-à-dire, on a des objectifs et des ambitions de réduction des consommations. Et parce que, il faut le dire, l'énergie la moins carbonée, c'est quand même celle qu'on ne consomme pas. Et on a un vrai objectif à faire travailler les territoires là-dessus. Aujourd'hui, les émissions de carbone dans les territoires, c'est beaucoup effectivement le bâti et les déplacements. Et donc, c'est des compétences sur lesquelles les territoires ont un vrai levier. Et donc, on les accompagne sur le fait de pouvoir mobiliser ces leviers-là. Donc, on travaille, nous, beaucoup à articuler davantage la politique énergétique des territoires avec, finalement, leur aménagement. Pour nous, il y a une vraie cohérence entre planification énergétique et planification territoriale. Parce que c'est dans la planification territoriale qu'on va venir agir sur la consommation à la source de l'ensemble des secteurs, donc le bâti, le transport, l'économie. Et c'est là où aussi on va venir du coup on va pouvoir se donner des objectifs et une trajectoire finalement une trajectoire bas carbone. Ce qui va nous permettre finalement, effectivement, comme je l'ai dit, de mettre en cohérence donc, les consommations avec la couverture en énergie décarbonée, puisqu'en fait, on peut continuer effectivement à développer les énergies décarbonées. L'objectif, c'est quand même de couvrir des besoins. Donc, il faut vraiment qu'on mette ça en cohérence et surtout de bien mettre en cohérence la production locale d'énergie avec le potentiel du territoire. Et ça, c'est un vrai besoin de reconnecter les territoires avec leurs ressources. On s'est un peu déconnecté de ça dernièrement sur les décennies précédentes et on doit ramener les territoires à ça, c'est-à-dire faire déjà le constat de quelles sont les ressources disponibles sur leur territoire en termes d'énergie renouvelable, que ce soit électrique ou thermique. Mais il y a aussi le biogaz, la biomasse, que là on évoque des sujets et des possibilités de faire avec ce qu'on a, ça en fait partie. Oui, même si voilà, la biomasse peut aussi avoir ses limites. C'est un peu la problématique. En fait, aujourd'hui, les objectifs de couverture des besoins en ENR sont tels qu'on doit vraiment mobiliser tout le mix qu'on a à disposition et donc vraiment regarder à l'échelle territoriale et surtout à l'échelle du bassin de vie aujourd'hui, quelles sont les ressources énergétiques qu'on peut mobiliser. Et effectivement, comme je le disais, il y a
les ENR électriques, mais il ne faut pas oublier le besoin qu'on a aussi encore aujourd'hui, et à moyen terme, on en discutait, en termes de chaleur. On a des infrastructures aussi dans les territoires qu'il faut continuer à valoriser. On a des réseaux de gaz, réseaux de chaleur qui permettent quand même encore de couvrir un certain nombre de besoins. Et donc, il faut qu'on amène les territoires aussi à prendre en compte ce besoin en termes de chaleur par la géothermie, par la ressource bois-énergie, avec effectivement les limites qu'on a aujourd'hui, avec une ressource bois qui aujourd'hui est en difficulté du fait du dérèglement climatique. Et donc, il faut les forêts qui ne se portent pas très bien. Qui doivent essayer de s'adapter, mais avec un rythme qui ne leur est pas forcément favorable. Et donc, on doit, sur la base de gestion durable de cette ressource, voir comment ça peut être une solution aussi sur certains territoires. Et puis, on a effectivement tout ce qui est méthanisation qui doit aussi être envisagé, qui peut permettre de créer des filières aussi locales, des partenariats ou en tout cas des collaborations entre les territoires et puis les activités qui permettent d'alimenter cette méthanisation. Et ce qui permet finalement de repenser davantage aussi ce sujet-là en circularité. Aujourd'hui, on parle de sobriété énergétique, mais on l'a dit, c'est aussi la sobriété des ressources, des matériaux. Et donc, notre objectif aujourd'hui commun, ça doit être ça, d'aller vers plus de circularité. Et ce type d'énergie permet aussi d'aller vers ça. Alors, Mathieu Ozano, il y a 2 sujets que je voudrais aborder. Déjà, réagir sur l'aspect territorial. Vous regardez évidemment de ça de près. On a vu qu'il y a plein d'exemples. On voit bien un méthaniseur ici, de la biomasse de l'autre côté avec des réseaux de chaleur. Enfin, que les choses se mettent en place, même si derrière il y a un coût qui est parfois lourd et pour les collectivités, ça ne doit pas être simple. Mais il y a besoin d'y voir plus clair. Ça serait quoi la bonne échelle aussi pour organiser tout ça et planifier cette vision territoriale? Et puis on reviendra à l'électrique tout à l'heure. J'ai l'impression que ça a été très bien dit par Madame Benedetti. Il y a un échelon qui est pour l'instant, on se rend compte un peu tard qu'il est axial, il est pivot dans les stratégies de décarbonation et puis de transition énergétique au sens large. Ce sont les bassins de vie, les bassins d'emploi. Ne serait-ce que pour une raison éthique, c'est-à-dire comment se projeter dans un avenir un peu différent en termes de mode de production et de mode de consommation que là où ça se passe. Et c'est-à-dire, en particulier, comment je vais bosser, quel type d'emploi, vers quel type de formation j'oriente mes gosses, et comment j'ai la confiance dans le fait de changer mon mode de transport, ou d'orienter mon gamin plutôt vers, j'en sais rien, la rénovation énergétique que les data centers. Peut-être, je ne sais pas, au hasard. Cette incarnation des projets de transformation économique au niveau local, pour l'instant, on comprend qu'il reste beaucoup à faire, mais on n'y est pas. Je parlais tout à l'heure d'injonctions contradictoires. Je pense que la politique européenne qui a fortement accéléré depuis la période du Covid et l'invasion de l'Ukraine, j'espère qu'on ne va pas perdre encore un quart de siècle à procrastiner sur l'incarnation des stratégies de transformation au niveau des territoires. Ça serait bien dommage lorsque l'instruction des enjeux a quand même beaucoup avancé. Typiquement, on sait qu'il est parfaitement possible de se déplacer autrement que tout seul dans une voiture, jusqu'à y compris en grande banlieue, à condition d'avoir les infrastructures qui le permettent. Aujourd'hui, je parlais d'injonctions contradictoires, Bercy dit, là on est en train d'en débattre, je crois que le Salon des maires a lieu peut-être même là juste de l'autre côté. L'injonction contradictoire est la suivante: les territoires doivent investir dans leur transformation écologique, et en particulier dans des infrastructures coûteuses de production, d'énergie, de transport, etc. Et en même temps, on leur demande de se désendetter et de réduire leurs dépenses d'investissement, en pratique. Voilà. Je vous invite à aller regarder, si ça vous intéresse, notamment le travail qui a été fait par I4C et la Banque Postale, un travail absolument remarquable qui montre ces besoins d'investissement, secteur par secteur, et en même temps, comme dirait l'autre,
il y a cette notion de... il y a cette injonction très forte par l'État central, qui lui-même ne fait pas tellement d'efforts, à demander aux territoires d'être plus sobres du point de vue de leurs investissements financiers. Donc il faut, encore une fois, il faut sortir de ça, et je pense qu'on est dans une configuration qui devrait nous pousser, historique, qui devrait nous pousser à un peu plus de salubrité. Avec la décarbonation se joue l'avenir de la souveraineté européenne, mais se joue aussi l'avenir de chacun de nos territoires auxquels on est tous attachés. Donc il faut investir dans l'avenir. Il faut donner les moyens. Je vais lancer un deuxième sujet, vous pourrez réagir, Laurent Bataille, mais je vous pose toujours la question, Mathieu Ozano, sur l'électrification des usages, où là on voit qu'il y a une bascule, voilà, qui peut s'opérer, en tout cas avec des ambitions. Est-ce qu'on va mettre du tout électrique partout ? Il faut beaucoup d'électricité, ça c'est sûr. C'est intéressant, tiens, moi ça me donne un autre exemple d'injonction contradictoire. Ou plutôt de risque de continuer à patauger dans une espèce de marécage dans lequel il n'y a pas réellement une direction claire qui est impulsée, comprise au cœur de la nation. Vous l'avez dit, la consommation, je ne sais plus, je crois que c'est monsieur qui l'a dit, la consommation, actuellement la consommation d'électricité, je parle sous votre contrôle, n'a jamais été aussi faible en France que depuis 2005, je crois. Pourquoi ? C'est compliqué ces histoires. Il y a un effet d'efficacité, de sobriété. Il y a aussi une conjoncture économique, on va dire, atone. Et ces deux effets-là qui jouent à la baisse sur la consommation l'emportent sur les transferts d'usage vers l'électricité. Typiquement, grosso modo, on a une industrie qui est fragilisée. On a en même temps plein d'efforts de réorganisation, l'isolation des bâtiments, par exemple, qui sont extrêmement positifs. Mais en même temps, on n'a pas la pénétration suffisamment forte des pompes à chaleur, des véhicules électriques. OK. Donc du coup, vous avez un signal faible, vous avez un signal prix qui est équivoque. Vous avez une situation dans laquelle, aujourd'hui, RTE doit répondre aux parlementaires. Il y a un certain nombre de parlementaires qui leur disent « Mais dites donc, vous êtes allé un peu trop loin là, dans ce que vous nous demandez comme développement de la production électrique. » Mais ça, c'est la stratégie de l'échec, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on sait que la direction est globalement, à l'échelle d'une génération, vers beaucoup plus de capacité de production d'électricité bas carbone. Et on a une situation concrète, là, à l'instant T, qui est contre-intuitive. Je veux dire, on est dans un processus de transformation qui est à l'échelle d'une nation, c'est-à-dire qui prendra une ou deux générations. Il ne faut pas lâcher le cap, c'est-à-dire il faut se donner des objectifs de moyen et de long terme parfaitement clairs et surtout, derrière, aligner les besoins en compétences, les besoins en structuration de filières et l'ajustement des environnements d'affaires qui fait que, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une famille ou à l'échelle d'une entreprise, on se dit, globalement, en tant que nation, c'est clair, on va par là. Et là, aujourd'hui, on n'est pas encore, on est encore un petit peu loin, on est encore dans la procrastination ou dans le refus d'obstacles. Mais ça va changer, c'est sûr. Alors Laurent Bataille, vous pouvez commenter justement ce qui vient d'être dit par Mathieu Ozano avec ce besoin aussi de structurer notamment une filière. Ça fait écho finalement au CSF en particulier. Alors je rejoins l'idée que la direction est claire. Là où il faut qu'on aille, c'est clair. Après, le timing est effectivement toujours questionnable parce qu'on va de toute façon se retrouver pendant toute cette période sur une discussion régulière de « tiens, on a suffisamment d'électricité, mais les usages n'ont pas basculé assez vite. Tiens, les usages accélèrent, est-ce qu'on a assez d'électricité ?» Peut-être de la tension. C'est normal, c'est une transition qui est majeure et on le voit dans d'autres pays. On le voit dans d'autres pays où la tension, par exemple, quand ils installent beaucoup de renouvelables et dans le même temps, ils sont beaucoup en train d'électrifier leurs usages, ce qui est le cas, par exemple, des pays nordiques. Il y a des moments où il y a beaucoup d'électricité disponible, des moments où il y en a moins. Voilà, donc cette planification-là, elle n'est pas toute simple, mais au fond, elle a le mérite d'exister, et pour nous, en France, elle est plutôt bien faite. La vraie question pour moi, elle est la vitesse d'adoption de ces technologies d'électrification. Et sur lequel je pense qu'il ne faut simplement pas avoir de doute et démarrer très fort. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours simple de trouver les bons mécanismes incitatifs sur les nouvelles technologies. On dit le véhicule électrique, il coûte plus cher à l'achat que le véhicule non électrique. C'est vrai. En termes de maintenance et de gestion sur la durée de vie, si on le garde très longtemps, c'est plus vrai.
mais il faut quand même ajuster un certain nombre des mécanismes. C'est là que nous, on pense, en particulier qu'il y a un rôle non négligeable des entreprises, d'accélérer ce mouvement d'électrification, des entreprises qui généralement sont celles qui, par exemple, utilisent les bureaux, donc qui peuvent pousser les propriétaires des bureaux à passer à la pompe à chaleur, et qui également gèrent les flottes. Nous, on a une flotte de véhicules, on va l'électrifier le plus rapidement possible, et je rappelle que la moitié des véhicules achetés en France sont faits par les flottes d'entreprises. Donc il y a vraiment des acteurs économiques qui ici peuvent aider par une politique assez proactive à faire passer ce tournant assez rapidement. C'est vrai que quand on parle de décarboner l'industrie, c'est un peu plus long, parce que décarboner l'industrie, ça peut vouloir dire éventuellement remplacer des fours qui fabriquent du verre et qui étaient au gaz par des fours hybrides avec essentiellement de l'électrique et un peu de gaz. Et ça, parfois, ça demande de tirer du gros câble pour se relier au réseau, et ça peut prendre assez longtemps. Mais il y a beaucoup d'usages qui sont décentralisés. On parlait de l'importance des territoires. Tout cela, une fois encore, le chauffage, les chargeurs de véhicules électriques, tout cela, ils peuvent être faits très très rapidement. Voilà. Donc nous, on est optimistes sur la direction. Je pense qu'un point qu'il faut un petit peu s'enlever parfois de la tête, c'est de se dire que l'Europe est en avance. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le sujet. On le voyait dans la courbe présentée plus tôt. La Chine est en train d'électrifier beaucoup plus vite que nous. Alors, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que la Chine n'est pas décarbonée sur son électricité, puisqu'elle en utilise encore beaucoup, qui est d'origine charbonnée, en fait, tout simplement. Mais en revanche, ils électrifient les usages beaucoup plus vite que nous. Donc, dès qu'ils vont substituer la production du charbon par du nucléaire, ce qu'ils font également très vite, ou du renouvelable, ils vont en fait faire des progrès phénoménaux. Et je rappelle quand même, pour un tout petit peu d'humilité, que plus de 2/3 des panneaux photovoltaïques installés dans le monde tous les jours le sont en Chine. C'est bien parce que vous me tendez la perche pour une question juste après, mais que je voulais vous poser. Parce que justement, alors, puisqu'on parle de souveraineté énergétique, comme on l'évoquait, si on bascule sur de l'électrique, il faut faire attention à ne pas redevenir dépendant, même si voilà, on crée des gigafactories, il y a une volonté de ramener en Europe une partie de l'industrie sur ces sujets-là. On dépend aussi quand même de métaux, et ça on le sait, on le soulève sous le vent. Et ça, vous pouvez y répondre. Et il y avait un autre point aussi, vous parliez de pompes à chaleur, et on parlait aussi de bâti. Et certains ont souligné, c'est très bien d'installer aussi des pompes à chaleur, mais il faut que le bâti soit adapté aussi. Inutile de les mettre dans des passoires thermiques. Enfin, il y a toute une réflexion globale à avoir. Il ne s'agit pas de mettre de l'électrique pour mettre de l'électrique. Tout à fait. Alors d'abord, je ne suis pas d'accord sur les passoires thermiques, parce qu'il y a plein de bâtiments qui ne sont pas utilisés à temps plein. Et donc l'idée de les isoler magnifiquement lorsqu'ils sont utilisés 8 heures par jour, comme c'est le cas par exemple des écoles, la question de savoir si ça ne vaut pas mieux de remplacer le gaz qu'on utilise dans une chaudière par une pompe à chaleur mérite d'être analysé plutôt que botter en touche très très rapidement. Mais on pourrait donc en parler. Je reviens, de toute façon, il y a plein d'usages où la question numéro 1, c'est celle de l'efficacité. On disait, la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et pour revenir sur tout un tas de ces fameuses passoires, je pense qu'aujourd'hui, avoir des systèmes de gestion intelligent des bâtiments permet d'utiliser beaucoup moins d'énergie et avec des retours sur investissement qui sont très rapides. Donc pour moi, le premier truc à faire dans un bâtiment d'une taille non négligeable, disons 1000 m² ou plus, déjà, c'est d'installer une gestion technique du bâtiment. Ça permet vraiment de limiter on va dire, entre 10 et 40% l'utilisation d'énergie. Pour moi, c'est ça la base. L'isolation, c'est beaucoup plus cher. Donc, premier souci. Deuxième point, vous parliez de souveraineté, en disant, tiens, mais quid demain d'acheter des panneaux solaires chinois, par exemple, plutôt que d'acheter du pétrole. Alors, il y a quand même une très très grande différence entre des technologies qui, en fait, demandent un CAPEX, donc un investissement une fois qui achètent de la technologie étrangère, mais qui ensuite on opère localement, ce qui est le cas du solaire. Une fois que j'ai acheté un panneau pendant 30 ans, il va me faire des électrons que je vais pouvoir utiliser dans le pays, et de revenir acheter tous les jours du pétrole à l'extérieur. Donc là-dessus, la souveraineté, c'est quand même pas la même. Une fois encore, avoir des panneaux solaires qui sont inertes et qui génèrent des électrons pendant 30 ans, la dépendance stratégique, pour moi, celui qui l'a fabriqué, est bien plus faible. On a le temps de voir si à un moment, on développe nos propres usines, etc.
mais je ne suis pas tous les jours dans une relation de dépendance pour aller acheter quelque chose. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, je rappelle qu'il y a toujours la question des spécialisations. L'idée, ce n'est pas que chaque pays dans le monde doit tout faire. La question, c'est celle des spécialités, des compétences, où est-ce qu'on exporte, où est-ce qu'on importe, comment est-ce qu'on a suffisamment de points d'excellence en Europe pour avoir des négociations intéressantes avec les autres plaques géographiques. Pour ceux qui s'intéressent aux semi-conducteurs, le fait qu'on ait ASML en Europe, qui est le plus grand et le plus sophistiqué des fabricants de machines de semi-conducteurs, c'est un point de pression intéressant en termes de politique commerciale avec d'autres territoires qui vont être très forts en fabrication de semi-conducteurs. Et bien de la même façon, il y a cette question-là dans le secteur de l'énergie. Nous, il se trouve qu'en France, on est en train de réactiver une filière dans le nucléaire qui probablement, si on le fait bien, pourrait tout à fait être une filière exportatrice. Et à côté, il se peut qu'on ait acheté des panneaux solaires simplement parce qu'ils sont faits très efficacement ailleurs. Voilà. Pour autant, dès qu'on aura l'opportunité d'investir sur des technologies différenciatrices, il faudra le faire. Je donne un exemple tout bête. Historiquement, les batteries, la technologie qui s'est imposée, c'est lithium-ion. Donc c'est une technologie qui aujourd'hui, en termes de volume, est faite à très grande échelle en Chine. Et donc aujourd'hui, faire exactement la même chose, c'est très difficile en termes de compétitivité. Si demain, on passe sur des technologies qui sont semi-solides ou solides dans les batteries, donc d'autres mélanges, et avec une densité de puissance supérieure, ce qui veut dire innovation, là, il y a peut-être vraiment des process à développer en Europe pour prendre de l'avance. Voilà. Donc sur toutes les technologies, il faut se poser la question, est-ce qu'on a encore suffisamment d'innovation et dans ce cas-là, ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'on aura la possibilité, nous, de développer d'autres compétences et d'être dans un rapport commercial ou de négociation avec d'autres plaques géographiques? Voilà, mais il ne faut pas nécessairement se dire que chaque pays va devoir tout fabriquer tout le temps pour les années à venir. Et pas rentrer en concurrence, sachant qu'aussi sur les électrolyseurs, je crois que la moitié des électrolyseurs dans le monde sont produits aussi en Chine. Donc il y a d'autres réflexions aussi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en termes de politique industrielle, ils ont profité du fait qu'ils ont développé le plus gros marché du monde pour ensuite atteindre des volumes non négligeables sur des technologies. Mais ce n'est pas vrai sur toutes les technologies de la transition énergétique. On parlait de nucléaire. Moi, je vous donne un exemple. Sur tout ce qui est automatisme du bâtiment, la Chine est un des pays les moins avancés du monde. Il se trouve que c'est beaucoup l'Europe et l'Amérique du Nord qui sont leaders sur ces technologies. Donc il faut qu'on continue de les développer. Voilà, donc on a aussi des angles de différenciation réels dans nos pays. Alors, Roxane Benedetti, beaucoup de choses ont été abordées. Vous pouvez évidemment réagir, rebondir peut-être sur le sujet en particulier de l'efficacité aussi, la façon dont les territoires s'en emparent. Et je demanderai à Alexandre, je ne sais pas, il y a une question au moins qui est... Oh, il y a 3 questions. Alors, mais je vous laisse quand même le temps de parler, puis on a un petit peu de temps pour déborder. Donc, on peut en profiter. Autant le faire. Allez-y, Roxane. Oui. Comme je disais, effectivement, la question de la performance, elle est importante dans les territoires. Une grande partie des émissions, c'est lié au bâti. Et on sait que le bâti existant, c'est un des gisements d'économie d'énergie les plus importants. La difficulté, c'est qu'effectivement, il faut les filières nécessaires pour pouvoir faire les rénovations dans les bonnes conditions. Et puis, il y a des questions ensuite d'injonction contradictoire. Effectivement, on sait qu'il faut qu'on réhabilite beaucoup le bâti et en même temps, les crédits ne sont pas forcément là, alors que c'est une politique qui est très coûteuse. Donc, c'est où est-ce qu'on met l'argent finalement au bon endroit. Et puis, c'est aussi une question... Les territoires ne vont pas pouvoir tout faire tout seuls. Le bâti, il y a une grande partie du bâti émetteur qui ne relève pas de la compétence des collectivités. Ça veut dire qu'il faut aider les collectivités aussi à embarquer l'ensemble de la société dans cette trajectoire et donc aider les privés à faire les efforts aussi sur ce bâti-là. Et puis, c'est aussi, encore une fois, la planification, c'est-à-dire que au vu de l'objectif qui est assez énorme, comment on arrive à le faire progressivement parce qu'on ne pourra pas tout faire d'un coup.
Quels sont les outils de gouvernance que vous voyez aussi se mettre en place pour mieux structurer ces démarches? Alors, on a de plus en plus, peut-être pas forcément sur l'efficacité énergétique, mais sur le développement en tout cas des énergies, on a de plus en plus, on en parlait, des montages publics-privés et du partenariat public-privé qui se met en place, parce que justement, finalement, il y a la question de la transition énergétique et écologique, c'est quand même beaucoup une question de coopération. On sait qu'aujourd'hui, on va pouvoir vraiment coopérer tous ensemble pour pouvoir y arriver. Et donc, on a le développement de sociétés d'économie mixte qui se montent, avec donc les collectivités qui en font partie, mais avec aussi des capitaux privés qui peuvent venir alimenter donc, ces SEM. Pour pouvoir porter des projets structurants de développement des énergies renouvelables, de réseaux de chaleur, ou, enfin, voilà, surtout des projets, là, ici, ce qui nous concerne, énergétiques. Et donc, je pense qu'on va aller de plus en plus vers cette coopération publique-privée qui va permettre, je pense, de vraiment massifier et monter en puissance sur ces sujets-là. Alors, je suis sûre que Mathieu est prêt à réagir à plein de choses là, mais on fera aussi un dernier tour de table. Prendre peut-être les questions, Alexandre, qui sont arrivées, parce que c'est bien aussi que vous puissiez poser vos questions. Oui, il y a 4 questions qui vous sont arrivées. La première est une question à laquelle une autre table ronde a déjà un petit peu répondu, mais je vous la pose quand même. Les objectifs d'électrification sont-ils réalisables en temps, en termes de ressources accessibles, notamment du cuivre ? Est-ce que nous avons suffisamment de moyens d'extraire suffisamment de cuivre, suffisamment vite pour répondre à toutes ces demandes? Je vais parler du diagnostic, peut-être je vous laisserai répondre sur la thérapie. Le diagnostic, il est important. On a découvert il y a assez peu de temps, enfin, moi personnellement je l'ai découvert en 2021 dans un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, que la production existante, c'est-à-dire pas les projets de mines, de nouvelles mines de cuivre, ça décline. Ça décline parce qu'il y a un certain nombre en particulier en Amérique du Sud, de mines géantes qui s'appauvrissent. Donc on est dans une situation où on a une demande potentiellement de cuivre qui est appelée à croître très fortement et une production existante et des nouveaux projets qui au mieux stagneraient. Donc il y a quelque chose là qui se joue, qui va réclamer de l'inventivité. Et nous, au Shift, on est en train de compléter ce diagnostic en se demandant un peu quelle est la ressource de cuivre disponible sur le territoire français et qui ne sert pas ou plus, ou qui bientôt ne servira pas, notamment avec un certain nombre de réseaux télécoms. Oui, Laurent Bataille, vous pouvez faire la thérapie. Oui, il y aura une tension à un moment sur le cuivre. Ce n'est pas le cas actuellement, hein, mais dans le futur, on va dire relativement proche. Parce qu'effectivement, cette situation, ça a été une situation de sous-investissement en fait, dans les mines, qui ont des rendements décroissants à un moment. Pour autant, effectivement, compte tenu de la demande prévisible, il y aura probablement des projets incrémentaux. Donc ça, c'est sur le nouveau minerai, entre guillemets. Deuxième grand sujet, c'est celui du recyclage. Il y a des filières entières qui sont en train de se mettre sur pied pour recycler le cuivre. Et ce qui sera très important. Hein. Le cuivre, en fait, se recycle bien. Il faut quand même savoir qu'en France, historiquement, on envoie, c'est même pas qu'on le renvoie, on envoie notre cuivre en Asie pour être recyclé, au lieu de le recycler chez nous. Alors c'est en train de changer, puisqu'il y a des usines qui sont en train de s'ouvrir de façon à pouvoir faire ça. Et puis après, il y a des questions de substituts en termes de métal. Il y a d'autres métaux ou d'autres alliages qui peuvent remplacer une partie du cuivre. C'est le cas par exemple de l'aluminium. Donc le point de tension spécifique sur les minerais, et on le voit également sur les batteries, hein. Il va y avoir une forme de rotation parce qu'à un moment on voit qu'il y a un point dur sur un métal spécifique. L'inventivité, la créativité, la capacité d'engineering de l'homme, de l'être humain fait qu'on bougera éventuellement sur un autre, puis un autre, puis un autre. Voilà. Mais la tension, elle existera. Et du coup, il va falloir de la créativité et de l'inventivité. Mais nous, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet. Donc, entre trouver du nouveau minerai, mieux le recycler,
en baisser l'intensité dans les usages ou le substituer, il y a quand même beaucoup de pistes. Je crois que Mathieu voulait rajouter Non, quelque oui, chose. d'un mot, je pense qu'il va falloir de l'inventivité, il va falloir aussi de la prudence. C'est pour ça que nous, on porte, on n'est pas les seuls, loin de là, et c'est heureux, cette notion d'organisation plus sobre de l'économie lorsque c'est possible. Cette notion de sobriété structurelle est pour moi un choix historique à nouveau sans regret. Deux questions que je vous joins en une pour que vous puissiez terminer à temps. Il est question à la fois de mobilité et de la manière de stocker de l'énergie. Première question, pourquoi parle-t-on toujours et seulement de l'utilisation des véhicules électriques pour décarboner et pas de la possibilité de véhicules bio-GNC ou bio-GNL? Et à celle-ci s'adjoint une autre question, quid du transport non individuel? Pourquoi ne pas électrifier le fret, l'avion de tourisme, les transports en commun, voire explorer d'autres carburants? Alors, qui veut répondre? Si je peux démarrer, puis je vous laisserai élaborer. Alors, l'électrification, le gros avantage, c'est qu'il y a une question de volume. Moi, si vous voulez, c'est comme quand on parle un petit peu des voitures à hydrogène. Vous avez des technologies diverses et variées qui permettent à un moment de décarboner le transport. Celle qui l'emporte, c'est celle qui, à un moment, atteint le volume industriel le plus rapidement. Et très clairement, aujourd'hui, il se trouve que l'électrification directe est en train de s'imposer, non seulement sur le véhicule individuel, mais, et c'est nouveau, sur le transport lourd. Il y a encore quelques années, on parlait beaucoup d'hydrogène, par exemple, pour les camions. On voit de plus en plus de fabricants de camions qui sont en train de se dire, mais en fait, on peut y arriver, compte tenu du fait que les camions sont souvent sur des axes très spécifiques, avec de la recharge rapide sur ces axes-là. Donc aujourd'hui, très clairement, on voit le véhicule électrique individuel où on est dans la courbe d'adoption qui s'accélère. De plus en plus, le véhicule utilitaire, on commence à trouver des solutions. On est moins avancé sur les camions et le transport lourd, mais ça va arriver. Là où clairement il y a plus de défis, c'est sur les navires, où là, il va falloir utiliser effectivement du biogaz, éventuellement même de l'hydrogène, et également ou la voile, et pourquoi pas. Et puis la question de l'aéro, en fait, l'aviation, où là, aujourd'hui, c'est clairement les SAF, donc à base de biogaz, par exemple, ou d'hybridation avec du biogaz, qui sont, semble-t-il, en train de s'imposer. Allez-y, Roxane. Oui, je pense qu'il y a aussi, pour qu'on arrive à ces objectifs-là, ça veut dire qu'il y a aussi une politique forte aussi. Il faut qu'il y ait des messages forts, ne serait-ce que le fret, effectivement. On voit bien la difficulté déjà, ça fait très longtemps qu'on parle ça fait du des fret années qu'on ferré, parle de fret, par exemple. Et on voit bien que on n'y arrive pas. Et parce que aussi aujourd'hui, c'est encore plus facile de faire du fret routier que du fret ferroviaire. Et tout ça, ça veut dire qu'effectivement, il y a besoin aussi de messages politiques et d'ambitions politiques fortes qui permettent de mettre en place après les conditions pour que ce report modal puisse être fait. Donc, je pense que voilà, il y a aussi une question de message et de politique à porter. Je suis parfaitement en ligne. Je complète d'un mot. Ces choix clairs et forts, ils le seront d'autant plus qu'on réalisera que ces choix doivent être faits sous contrainte de ressources. Dans un certain nombre de cas, la question des carburants d'origine, qui soient gazeux, liquides ou solides, d'origine photosynthèse, le travail du secrétariat général à la planification écologique, en particulier, a démontré que sur les liquides, la ressource domestique qu'on a en France ou en Europe et les besoins exprimés par les industriels, il y a un gros écart entre les deux. D'où à nouveau cette notion de sobriété structurelle et de choix clairs et ciblés. Est-ce qu'on peut à la fois faire tourner une part importante du parc roulant avec des carburants issus de la photosynthèse, mais également les avions, mais également les bateaux. En fait, on se rend compte qu'on ne peut pas faire tout ça. Et du coup, ça suppose de prioriser les usages, d'une part, mais
faut pas s'arrêter là. Il faut prioriser les politiques publiques et les politiques industrielles. Savoir sur quoi on mise et exclure le reste. Et ça, pour l'instant, voilà, on est à nouveau dans le tango hésitation de la transition et j'espère que ça va bientôt se finir. Parce que pendant ce temps-là, dans le système d'origine dont on est issu, l'industrie allemande, par exemple, est en récession et l'industrie française se porte guère mieux. Y compris sur des filières qui décarbonent. Alors, on arrive à la fin, on pourra en débattre pendant longtemps. Je voulais poser justement la dernière question, mais vous avez commencé à l'aborder. Dernier tour de table rapide. La question de la table ronde, c'est comment faire avec ce que nous avons. Sobriété structurelle, c'est le maître mot. C'est une clé de voûte à mon sens. Je paraphraserai ce que dit Thomas Vérinck, qui est la personne qui est en charge de la stratégie chez RTE. Donc c'est quand même quelque chose qui est et c'est heureux, largement consensuel aujourd'hui. Il y a 4 piliers pour réussir la transition. Il y a le nucléaire, les renouvelables, l'efficacité, notamment avec les transferts d'usage vers l'électrique, mais pas que, et une organisation plus sobre de l'économie. La manière dont on se déplace, la manière dont on produit, dont on consomme. S'il manque un de ces 4 piliers, nucléaire, renouvelable, efficacité, sobriété, il n'y a pas le moindre espoir qu'on boucle l'équation. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui compris par les gens qui sont en charge de produire une stratégie. Maintenant, il faut que ça soit entendu par ceux qui sont en charge de la mettre en œuvre. Et on n'y est pas encore tout à fait. Roxane Benedetti, pour conclure, et puis Laurent Bataille. Oui, complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et peut-être à l'échelle des territoires, ce qui est important, encore une fois, c'est de reconnecter le territoire, son fonctionnement avec son environnement et ses ressources. Et arrêter de penser un petit peu hors sol, de se dire, de toute façon, l'électricité, on ne sait même pas d'ailleurs d'où elle vient en général. Voilà, c'est un peu comme l'eau, hein, ça sort du robinet, on ne sait pas d'où vraiment ça vient. Et c'est de se dire, repenser un petit peu voilà, son territoire dans son environnement et dans les ressources qui le supportent. Laurent Bataille. Oui, effectivement, je pense que dans la planification de long terme, on voit que la sobriété est nécessaire, l'efficacité énergétique, qui est une forme d'automatisation de la sobriété, parce que la sobriété, elle est très comportementale. L'efficacité, elle est plus liée à l'utilisation de technologies. Tout ça couplé avec l'électrification des usages, la décarbonation des usages non électrifiables, il y en a. Et effectivement, un bon mélange de nucléaire et de renouvelables va clairement dans le bon sens. Et puis, il y a de toute façon toute une réflexion sur une économie plus vertueuse. Et ça, c'est important. Voilà. Et une autre façon de faire. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois pour votre intervention sur cette table ronde. On peut vous applaudir. Merci.